La Fondation de l'Islam de France est une institution laïque, reconnue d'utilité publique, à l'œuvre pour le bien commun, et son champ d'action couvre l'éducation, la culture, l'action sociale. Nous ne nous adressons pas uniquement, exclusivement à des musulmans, au contraire. L'esprit de la Fondation n'est pas d'être, je ne dirais pas le communautarisme, mais sa vocation n'est pas communautaire. C'est une fondation éducative, culturelle et sociale, et donc ses actions sont à la destination de tout le monde. Je pense que nous sommes suivis aussi par davantage de musulmans francophones en France et de par le monde. Aussi étonnant que ça puisse l'être, nous pourrions trouver quelqu'un qui s'intéresse à l'art Shimu au Pérou, peut s'intéresser aux estampes nippones d'un Utamaru par exemple, mais on le trouve ignare devant les miniatures persanes ou les miniatures ottomanes. C'est curieux comme attitude. D'autant plus que ces miniatures persanes, par exemple, montreront aussi bien aux musulmans et aux non-musulmans, notamment en France, que par exemple la figure du prophète était représentée. Donc tout le tintamarre autour de la non-représentation de la figure prophétique tombe de par cette connaissance. Et il ne faut pas que ceci soit restreint uniquement à une élite. On attribue ou on affuble ou on impute aux cultures d'islam quelque chose dont ces mêmes cultures, dans certains cas, sont tout à fait innocentes. La question du certificat de virginité. Rien ne le justifie canoniquement, rien ne le justifie théologiquement, rien ne le justifie du point de vue d'une culture établie multiséculaire. Et il se trouve que des familles maghrébines, subsahariennes, maintenant l'exigent ou le demandent ou, à des gynécologues par exemple, c'est idiot, c'est stupide comme démarche, mais l'attribuer à la culture d'islam, ça n'a rien à voir. Absolument pas. Le simple fait de dire que le djihad est une guerre sainte. Depuis quand la guerre est sanctifiée en islam? En aucun cas et d'aucune manière. En revanche, il y a une idéologie du combat sacré, ce qui n'est absolument pas la même chose. Je ne pinaille pas, j'essaie de distinguer certes peut-être c'est subtil pour certains, ce qui se dit d'une manière générale et qui se trouve sinon tout à fait antinomique par rapport à la réalité connue à travers l'histoire, au moins c'est à nuancer et c'est à reprendre autrement. Nous avons un sérieux problème avec l'islamisme politique, avec tout un discours qui confond les questions religieuses avec les questions de gestion des affaires dans la cité. Il y a eu toute une culpabilisation des consciences des jeunes demoiselles auxquelles on dit si on voit une touffe de tes cheveux, tu périras par le feu de l'enfer et les garçons fantasment. Je caricature à peine, mais l'idée est là. Donc il y a une obsession de la norme religieuse. Il y a une manière d'être recroquevillé. Et on essaye de trouver, encore une fois, dans la composante religieuse, ou dans la donne religieuse, une sorte d'identité supranationale, beaucoup plus importante que l'appartenance à la nation. Ça, ce sont des réalités, et ce n'est pas une raison pour abdiquer. Il faut continuer à expliquer, à parler, à trouver les arguments puisés dans le patrimoine religieux aussi. Parce que toutes les difficultés viennent je reviens à la notion de méconnaissance, et là, cela concerne ces jeunes gens qui se disent musulmans et qui ne connaissent pas leur patrimoine historique, ni religieux d'ailleurs.
Donc démocratiser ces connaissances aide à désamorcer un sujet sulfureux, explosif, problématique, épineux, et qui malheureusement, au gré des échéances électorales, au gré du débat politique, devient au centre même de ces débats. Nous croyons que les idéologies doivent être aussi dirimées par le débat d'idées et par la connaissance. Et donc, le fait de maîtriser, allez, même pas maîtriser, mais en tout cas avoir une connaissance sommaire des cultures d'islam aide dans ce travail à la fois d'apaisement et, j'ai dit au début, d'aplanissement des difficultés. Nous n'avons pas une méthode efficace et immédiate. En revanche, c'est une inscription dans le long terme. Le fait d'aider l'aumônerie, notamment pénitentiaire, l'aumônerie scolaire, hospitalière, militaire et pénitentiaire, mais aider des prédicateurs et des aumôniers à être dans un esprit républicain tout en étant férus des connaissances religieuses, il va y avoir une prise en charge spirituelle de toute une jeunesse, et a fortiori la jeunesse incarcérée. Et nous sommes dans une logique de former les formateurs et d'avoir ces cadres religieux qui aident et qui prennent en charge cette jeunesse d'un point de vue spirituel, moral, et puis surtout les préparer, leur donner le goût de la lecture, le goût de la culture, les rasséréner intérieurement, leur expliquer qu'on ne condamne jamais l'être à son acte, ou on ne réduit jamais l'être à son acte, même si l'acte est répréhensible, même si l'acte est inacceptable. Donc il y a un travail aussi de réinsertion, et puis un travail de prophylaxie, un travail de prévention, un travail de long terme de préparation du citoyen, quel qu'il soit, et ce qui nous intéresse, c'est le citoyen et la citoyenne des cultures d'islam. La laïcité de la France est quelque chose de fondamental. Notre politique ou doctrine ou vision, philosophie à la Fondation de l'Islam de France, et même ailleurs, en ce qui me concerne même avant, c'est que d'abord la laïcité est une conquête de l'esprit humain, c'est un acquis de la modernité intellectuelle et politique, c'est même un bien transmissible ailleurs, sous d'autres climats, y compris des climats un peu moins cléments au-dessus de nos têtes et dans les contextes islamiques. La laïcité est un principe. D'aucuns se trompent en disant c'est une valeur, est un principe juridique, certes adossé à un corpus de valeurs, mais avant tout c'est un principe juridique dépourvu de densité doctrinale ou d'épaisseur idéologique. Sinon, ça devient une idéologie qui concurrence celle dont elle est censée organiser la coexistence, en tout cas. Et donc ce principe juridique, en paraphrasant Aristide Briand, et j'ajouterai quelque chose, Aristide Briand disait « c'est la loi qui garantit le libre exercice de la foi aussi longtemps que la foi ne prétend pas dicter la loi », et j'ajoute « avec la loi qui prime toujours la foi ». Pour la simple raison que dans une société plurielle, composite, diversifiée, on ne peut pas se prévaloir de sa vision du monde pour l'imposer à ses semblables et à ses compatriotes. Donc on laisse la fabrique de la loi à l'intelligence humaine. Donc la norme juridique devient une émanation rationnelle des hommes qui s'applique aux hommes pour le bien-être des hommes.
Bien sûr, quand je dis les hommes, ce sont les hommes et les femmes ensemble. Voilà. On ne peut pas venir dire « Ah, mais moi je me prévaux de ma loi religieuse et je vous l'impose ». Ça n'a aucun sens. Une de nos missions, c'est d'expliquer le bien fondé de la laïcité, comme la séparation des deux ordres, comme la neutralité de l'État, comme la garantie de croire, de ne pas pouvoir croire et de pouvoir aussi changer de croyance, que c'est un principe de liberté fondamentale. Et bien tout cela, nous l'expliquons d'une manière apaisée, d'une manière sereine, parce que la laïcité elle-même est prise en otage. Si on vous parle d'une laïcité ouverte, positive, tolérante, cela sous-entend que les antonymes fermés, négatives ou intolérantes existent. Et donc, il faut que le concept soit un concept autosuffisant, simple à percevoir, et c'est une garantie d'une cohabitation d'hommes et de femmes appartenant à une même nation et avec des options métaphysiques, religieuses différentes, ou pas d'ailleurs. Le premier, et c'est une nécessité absolue, c'est la réaction sécuritaire et de renseignement. Le deuxième, c'est l'élaboration d'un discours alternatif, le fameux contre-discours, contre-prêche, comme disent certains, mais en tout cas, c'est d'irimer, pourfendre, contrecarrer le discours ambiant, le discours wahhabou-salafiste. Le troisième temps, et qui pour nous est un temps très fort, c'est celui des politiques éducatives et culturelles. Donc l'éducation, l'instruction, l'acquisition du savoir, la culture, la connaissance, l'ouverture sur le monde, avec une inclination pour les valeurs esthétiques, la beauté, les belles lettres, les beaux-arts, la musique, la poésie, les humanités, l'héritage des Lumières. Tout cela aide à préparer le citoyen musulman ou pas, ce qui nous concerne, c'est le citoyen musulman. Et le quatrième temps est celui de la République. La République doit nourrir, instruire et protéger tous ses enfants, quels qu'ils soient. Alors, les protéger de leurs propres démons, j'ai envie de dire, mais surtout les nourrir, les instruire, etc., sans aucune discrimination. Ce n'est pas dans les textes, ce n'est pas dans le droit, mais malheureusement dans les faits, c'est aussi une réalité amère. Donc ces 4 temps, riposte sécuritaire et réponse de renseignement, élaboration et acheminement, si je puis dire, du discours alternatif ou du contre-prêche ou du contre-discours jusqu'à ceux qui en ont le plus besoin, les politiques éducatives et culturelles et la République pour tous. Voilà en gros une vision programmatique et c'est ce à quoi plaide et ce pourquoi plaide et ce à quoi œuvre la Fondation de l'Islam de France. Le tout sous la voûte commune de la laïcité.